Alors à Mel, bon, ben, il y avait une garnison. C'était d'abord en zone occupée, évidemment, puisque la zone libre était située en dessous de Civray, je crois, vers Montmorillon, là, si mes souvenirs sont exacts. Hein, nous étions donc en zone occupée. Et donc nous avions à Mel une commandanture qui était installée sur la place Bugeaud, là où la maison Gardera, qui est habitée par Denise Gardera actuellement. Et là, il y avait des troupes allemandes qui étaient surtout des troupes allemandes qui venaient au repos, c'est-à-dire qui venaient là en redescendant du front russe ou avant d'y partir, et qui restaient là 2 mois, 3 mois, et repartaient immédiatement, évidemment, dès qu'on les appelait, quoi. Alors, on peut dire qu'il y a toujours eu, nous avons eu la chance, c'était des Allemands, c'est sûr, mais nous avons toujours eu la chance d'avoir, si on peut dire, des bonnes troupes allemandes, c'est-à-dire il y avait beaucoup d'Autrichiens, entre autres. Par contre, il y a eu des moments, évidemment, où on est tombé sur des sordides agressifs et tout, mais dans l'ensemble, la grande majorité, je crois, c'était oui, surtout 43, 44, début 44, c'était quand même Il y a eu quelques rafles, troupes. là. Il y a eu des rafles, mais les rafles étaient organisées surtout par Niort. C'est une histoire de Mel qu'on peut raconter quand même, parce qu'elle s'est passée au mois de mars 1943, où il y a eu le conseil de révision de la classe 42. Alors nous nous sommes retrouvés à Mel un samedi où il y avait entre 120 et 130 jeunes de tout l'arrondissement de Mel pour passer un conseil de révision. Nous ne le savions pas encore, mais enfin quelques jours après, on apprenait que toute la classe 42 devait partir en Allemagne pour travailler comme STO. Ce jour-là, évidemment, tous les jeunes étaient venus de toutes les communes environnantes avec leurs drapeaux, avec leurs clairons, comme cela se faisait avant-guerre, mais nous n'avions pas le droit de sortir les drapeaux et nous n'avions pas le droit de jouer du clairon dans les rues. Au bout d'un moment, dans la soirée, vers 16 heures, nous avons décidé de passer outre et de défiler dans les rues de Mel avec les drapeaux et les clairons. Et nous sommes partis d'abord au monument aux morts, où nous avons respecté une minute de silence, et là nous avons juré de ne pas partir travailler en Allemagne. À la suite de ça, nous avons été accrochés un drapeau tricolore à la hampe devant la mairie. Nous sommes redescendus par la rue du lycée, la rue Saint-Jean, en chantant la Marseillaise et l'Internationale. Les gens sortaient sur le pas de leurs portes, applaudissaient. D'autres, évidemment, sont restés chez eux parce qu'ils n'osaient pas sortir, pour des raisons bien différentes. Et en arrivant devant le tribunal, là, il y a eu des heurts avec 2 ou 3 personnes méloises. Et les gendarmes sont arrivés à ce moment-là, si bien que ça s'est disloqué, on nous a enlevé les drapeaux, ça s'est terminé un petit peu comment dirais-je, non pas la gabegie, mais enfin, ça s'est terminé un petit peu... de la pagaille. Dans la pagaille, oui, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Mais il n'y a pas eu de suite Alors, si, il y a eu plainte déposée par une personne qui avait été blessée dans les incidents que je viens de parler, qui s'était cassé la jambe. Et nous avons été 5 appelés devant la gendarmerie d'abord, et ensuite nous sommes passés au tribunal de Mel, au mois de mai, le 24 mai. Et là, nous avons été condamnés à 2000 francs de dommages et intérêts à la personne blessée, et à 2500 francs d'amende. Alors là, il y a eu un mouvement incroyable, c'est que dès la sortie du tribunal, on nous a demandé de faire la quête. Et tous les gens, parce que je vous assure qu'il y avait du monde ce jour-là, la salle du tribunal était trop petite, et les gens ont commencé à donner de l'argent. Et pendant 3 jours, que ce soit aux usines de Mel, que ce soit dans les quartiers, Saint-Hilaire, Saint-Pierre, les gens ont donné leur argent, et nous avons eu 1500 francs de bénéfices que nous avons versés à la caisse des prisonniers. Donc on le voit... Alors je pense que cette manifestation, elle n'a pas eu lieu dans beaucoup de villes en France au mois de mars 43, parce qu'à ce moment-là, nous avons eu beaucoup de chance d'ailleurs, c'est que les Allemands ne se sont pas déplacés et nous n'avons pas été inquiétés outre.
j'ai connu M. Groussard. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, M. Groussard? Il Eh habitait bien, à Saint... il était, disons, exploitant de sa terre, et puis il vivait également de ses différentes activités, parce qu'il avait des propriétés à gérer. À l'époque, je n'ai connu de lui que cette activité, ainsi que celle de conseiller d'arrondissement, ce qui lui donnait quelques introductions précieuses dans le personnel administratif local, et puis surtout un capital de personnalité régionale qui nous a été précieux. Il connaissait du monde. Monsieur Broussard, je l'ai rencontré la première fois dans sa vigne, je m'en rappelle bien. C'était dans l'hiver, c'était dans l'hiver 43-44. Et nous avons parlé de la guerre, de la résistance, et je me souviens très bien de cette réflexion qui m'a frappé et que j'ai toujours retenue. Il m'a dit, oh, les Allemands, c'est bien simple. Il dit, vous m'expliquez le nazisme. Moi, je dis, les Allemands sont des gens essentiellement ivres d'eux-mêmes. Alors, il dit, le plus tôt on les désarmera, ça vaudra le mieux. Mais ce sera dur. Ben oui. Et mon opinion, son opinion, plutôt, que j'ai épousée ce jour-là, eh bien, je l'ai conservée. Il y avait une sorte d'auto-ivresse des Allemands. Moi, l'Allemagne toute puissante, là, la prépotence de tout ce qui était allemand sur le reste, c'était bien cela. Voilà. Et alors, la personnalité, il avait fait son service militaire en Alsace, il avait été fait prisonnier pour autant que... Oui, c'est bien ça, à Neuf-Brisac, défaite, au moment de la défaite, et ensuite, il avait fait une partie de la retraite, et il avait été retenu longtemps, jusqu'en 1942, un... quatrième enfant lui étant né, il avait été libéré au titre de peut-être d'exploitant agricole, ça je ne sais pas juste, mais père de 4 enfants. Donc il était revenu dans le Mélois et il s'était rencontré avec Monsieur de Peretti, et Monsieur de Peretti, lui, avait déjà échafaudé des plans de résistance. Ensuite, eh bien, avec moi, dès l'instant, nous avions, si j'ose dire, cherché partout des armes. C'était essentiellement ça. Oui. Le 14 juillet, on a décidé de servir notre explosif. C'était le jour de fête, il y avait ceci, mais je ne voulais pas prendre un endroit trop difficile parce que c'était d'instruction. Alors, le groupe Duvray, avec notre ami Albert Duvray, on est allé sur la voie ferrée de Niort-Ruffec, au nord de chez Boutonne, près du bois Trapeau. Et on a fait sauter en pleine nuit, là, ça fait un grand boom, et on a marqué la fête nationale.
Donc il choisirait lui-même le jour, M. Groussard, il me le ferait savoir. J'étais dans le maquis, moi, à ce moment-là, à partir du 10 août, on était à Aubigné, bien sûr. Hein. Et il se chargeait de rassembler les maquisards de Mel, et, m'a-t-il dit, il demanderait l'appui du groupe Tabourdeau, de Sauzet-Bosset, qui avait reçu des armes, nous le savions par nos camarades de la Vienne. Hein, parce que lui aussi, M. Tabourdeau, était connu sous le nom du maquis Le Docteur. C'était le frère du maître Tabourdeau, le notaire. Et il avait donc pris le maquis, lui aussi, et il était dans la nature avec ses hommes à cette date. Monsieur Groussard, je ne sais pas exactement quel contact il a pris, mais moi j'ai vu sur le terrain, le jour de l'attaque, il y avait donc moi qui étais prévenu avec ma troupe qui venait d'Auvigné. Il y avait la concentration, comme on dit en termes militaires, il y avait le maquis Tabourdeau, qui était sur la route de Sauzet à hauteur de l'usine et qui devait intervenir à partir du moment où l'action s'engagerait dans Mel. Il y avait ensuite les FFI mélois, ceux de l'usine et puis sans doute le Front National ici, et puis le groupe Parouti. Parouti était un réfugié originaire de Lorraine française et qui se cachait dans le pays. Il était à l'époque où les événements se passaient, il logeait dans un hôtel à Lucé, près de chez Boutonne. Il n'était jamais venu au maquis d'Aubigné, mais enfin, il devait savoir que nous étions dans le coin. Et puis tout ce monde s'est retrouvé là le 13 août. On a attendu assez longtemps que la garnison allemande se coupe en deux pour aller à son repas à l'hôtel Philippon, et puis que le plan puisse être appliqué. Nous avions placé des bouchons, surtout pour nous prévenir, des troupes armées qui étaient sur la route de Niort, la première, là, à la fourche Niort-Saint-Mexan, puisque c'était les deux garnisons qui auraient pu venir au secours des Allemands assiégés si l'affaire avait tourné vinaigre ou avait tardé un peu. Il y avait ensuite les troupes allemandes qui se promenaient sur les routes à l'époque, que c'en était un plaisir. Donc il fallait couper la route de Brioude et la route venant de Poitiers. Les convois en promenade, vous savez, ils arrivent toujours dans des directions imprévisibles. Et ensuite, il y avait le maquis Tabourdeau sur la route de Sauzet. Donc on était sûr que de ce côté-là, on pouvait encager. C'est tout. Alors, premier acte, on a mis en place les bouchons, ça n'est assuré. Groussard était à côté de moi, on est entré dans la ville de Mel, et un petit commando, j'ai été retardé, moi, légèrement par un contact avec la gendarmerie française, là, qui n'était, je pense, pas au courant, et je l'ai mis au courant, et puis on a pris certaines dispositions pour que la gendarmerie de Mel n'ameute pas immédiatement la gendarmerie de Niort ou toute autre gendarmerie. Ça s'est passé parfaitement. Et ensuite, la troupe qui est allée vers Saint-Mexan est allée rafler les Allemands de la gare. Ils n'étaient pas vraiment soldats, c'était des auxiliaires, des employés de la Bundesbahn, mais ils avaient un téléphone à leur disposition. Tout ça s'est passé. Ils n'ont pas opposé de résistance à la gare. Non. Alors, la ville de Mel était encagée. On avait pensé finir l'affaire en une demi-heure. D'après mes souvenirs, vers 1h30, tout était en place. Et j'ai été retardé encore un peu par la poste, là, parce que je voulais m'assurer que les communications téléphoniques de l'usine, surtout, étaient bien filtrées. Et puis en sortant, on a encore été retardé parce qu'il y a des Allemands en ville. Écoutez, ils n'étaient pas au briefing qui préparait la chose, ils étaient dans les cafés. Là, on en a ramassé 2 ou 3. Alors je voulais surtout pas de coups de fusil intempestifs pour qu'ils puissent alerter les Allemands qui étaient à l'hôtel Philippon. Mais voilà, je n'avais pas prévu la foule méloise qui était sortie. Ah, monsieur, si vous aviez vu ce jour, un jour d'ivresse, un jour de folie, les gens étaient sortis, ils avaient vu des maquisards en armes rentrer dans leur ville de tous côtés depuis 20 minutes. C'était parti. Alors, ils sentaient que quelque chose... Oui, je vais te couper, Fernand, parce que là, j'ai vécu justement cette journée-là de Mel, puisque nous avions passé l'après-midi à la piscine. Il faisait un temps magnifique, chaleur torride. Et déjà, à la piscine, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait.
Et on voyait des gens arriver, des gens comme M. Courtier, comme M. Flore, tous des conciliabules. On sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air là, de bizarre, quoi, qu'on n'avait pas connu encore jusqu'à présent. Et vers 6h, 6h30, nous sommes revenus en ville. Et nous aussi, nous avons été prendre un verre dans le café. Et d'un seul coup, on a vu passer la première voiture FFI. Et les gens se sont mis à crier. C'était formidable, quoi. Ah, ouais. Le maquis, le maquis. Tous les gens sont sortis sur le pas de la porte. Et c'est là, évidemment. Voilà. Je te laisse là raconter. Ouais. Oui, ça nous a gênés en ce sens que quand je me suis présenté, moi, après ces différentes pesanteurs dans l'action, quand je me suis présenté à l'hôtel Philippon, c'était pas celui qui est là actuellement, et c'était l'ancien hôtel Philippon, mais on montait par un palier aussi. Je rentre là, et puis plus d'Allemands. Par contre, j'ai vu immédiatement qu'il restait des musettes marquées aux armes allemandes, un bidon, enfin, Feldflasche allemande, ce qu'on appelle le bidon de guerre, là, militaire. Et puis j'ai voulu grimper dans l'escalier, puis j'ai reçu une rafale à travers le plafond. Ça commençait bien. L'adjudant-chef avait été prévenu, certainement. J'ai bien entendu une version là, de quelqu'un qui était entré avant en disant en mauvais allemand Krieg fertig, Deutschland kaputt, enfin vous voyez, le jargon. Et alors l'adjudant-chef, Oberfeldwebel, il était Stelzig, c'est son nom. Il va être prisonnier d'ailleurs par nous. Et puis, bon, ben, il avait pris disposition et puis il s'était fourré là-dedans. Ça engage un combat un peu fougueux. Hein. Il faut dire les choses. On a beaucoup tiré. Et monsieur le notaire, qui était dans la maison en face, j'avais fait grimper 2 fusils mitrailleurs dans le haut. Il tire à travers les toits. Et moi-même, j'ai vu lancer des grenades un peu dans tous les coins, et puis pas que des grenades anglaises, hein, et lancer des grenades à manche. J'en avais ramassé personnellement, j'en avais ramassé 2 qui étaient dans la salle de consommation là. Alors les grenades à manche, je ne sais pas si vous savez ce que ça fait, ça explose dans le feu, et puis je me méfiais, hein. Et à partir du moment où on sent très bien le cramer, il avait pris je ne sais pas où. J'ai jamais pu savoir exactement. J'ai entendu des versions. Les uns me disent c'est le toit, les autres me disent c'est la cave. Non, c'était dans les servitudes derrière. Oui, c'est ce qu'on a dit. Bon, Monsieur Tabordeau m'a dit que l'un de ses soldats, le petit Proust, celui qui va être fusillé à Ruffec, hein, il avait 16 ans, ce pauvre malheureux gosse, hein, et il a lancé des grenades aussi, et il en a lancé. Il y a ici une sorte de psychodrame qui va suivre. Bon, les Allemands, le feu prend. Que faire? Oh, je dis, on sort. Hein. Et puis on va attendre là que ça crame. Et puis s'ils veulent pas être transformés en poulet rôti, ils vont bien sortir. Bon, nous sortons, nous mettons un cordon autour, nous voyons l'hôtel flamber, personne ne tirait plus. Quand brusquement... ma sonnette qui était à la gare, là-bas, la sonnette, c'était le groupe chargé de nous protéger quand Saint-Mexan arrive, il dit, les Allemands arrivent. Monsieur Groussard arrive en même temps, on l'avait prévenu aussi. Mais je dis, ils viennent d'où, de Saint-Mexan? Le soldat, qui c'était un de nos volontaires, qui me renseignait, il avait été envoyé, je crois, par l'adjudant Motillon de l'usine. Alors, il me dit, non, ils viennent doucement. Ils n'ont pas l'air pressés. On ne tirait plus, hein, déjà. Alors, ils ont demandé à boire et puis ils demandent à manger. Ils demandent du pain, les soldats allemands. Ils viennent de la route de Niort. Alors, je me suis interrogé. Combien sont-ils? Oh, ben une centaine. Enfin, bon. L'autre du Menon, ils ne sont pas une centaine. Il n'y a que 2 camions. Enfin, bon, combien étaient-ils? Alors, j'ai dit, j'ai pas le temps d'aller voir. Qu'est-ce que je fais, moi? Alors, j'avais déjà des prisonniers, là. J'en avais ceux que j'avais ramassés en ville, là. Et puis, c'était passé la reddition de l'usine, déjà. La reddition de l'usine qui a été faite au groupe Parouti. Parouti avait discuté avec eux. Moi, il y a un caporal-chef, je ne sais plus son nom, allemand, qui avait téléphoné. Il voulait téléphoner à Niort, absolument. Et on me l'a passé chez le notaire. J'ai pris le manche et puis je lui ai dit, ton adjudant-chef, il est en train de rôtir, là, le feu, tu as bien entendu le combat. Jawohl, eh ben, je dis, il est en train de flamber là-dedans, et puis si j'ai un conseil à te donner, c'est de te rendre parce que tu es sur un baril de poudre là-bas à l'usine. Hein. Ça flambe aussi beaucoup l'alcool. Jawohl.
Il a raccroché, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Mais c'est tout ce que j'ai fait pour la reddition de l'usine. C'est pas grand-chose, un coup de fil. Mais c'est Parotti qui a réussi, d'après tous les témoins, à convaincre les Allemands. Et il parlait allemand. Et il parlait même bien, avec un accent lorrain, mais bien. Et il a réussi à les convaincre. Je reviens au 13. Au bout d'un moment, on discute avec Groussard et puis je dis, bon, ben, on va laisser passer les Allemands, on verra bien. Hein. On fait balayer les étuis, parce qu'il y en avait beaucoup par terre. Hein. On les jette simplement derrière le mur. Et puis nous, on se retire à la Pierre aux Trois Coins. D'abord, là, sur la route de Pézeltor, avec nos prisonniers. Les autres quittent aussi. Autant que je sache, il reste les pompiers, qui étaient des résistants d'ailleurs, avec M. Auguste Vigier, qui était le lieutenant des pompiers, et qui dit « Oh, ben, je les attends, les Allemands ». Puis il continuait à arroser les débris de cet hôtel en flammes. Les Allemands ont monté, paraît-il, c'est M. Vigier qui me l'a dit, ont monté l'escalier, ont demandé ce qu'il y avait. Alors on a dit « C'est un incendie, le feu, hein, c'est un hôtel qui brûle ». Alors ils ont dit « Ah ». Grosse malheur, et puis ils sont passés, ils sont allés à la Syrie Girard, donc ils ont traversé l'événement sans bien le comprendre et sans se rendre compte que 5 ou 6 de leurs camarades étaient quelque part sous les décombres. Les Allemands se sont rendus aux pompiers de M. Vigier, d'après ce que l'on sait, dans la nuit. On en a vu un qui essayait d'escalader le mur et qui agitait les bras, un peu noircis, ils se sont rendus. Ils ont été emmenés à Saint-Roman, d'après ce que c'est. Les gendarmes les ont gardés. Et j'en ai récupéré une partie, moi, quand le lendemain, j'ai monté l'embuscade de chef, puisqu'il y en avait un, l'adjudant-chef, qui a servi à charger notre fusil mitrailleur. Mais, bon, alors, deuxième action, c'est... Alors, plutôt, somme des sommes pour l'action de Melle. Nous comptions environ 15 à 16 prisonniers.